Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. C'est aussi l'ADN d'Ecopo, votre site. Oui, absolument, ecopo.fr, média de l'économie positive, absolument Thomas, qui parle d'entreprises engagées avec du journalisme de solutions. Allez-y pour vous faire une idée. Et puis vous êtes partenaire de cette émission, donc c'est bien de Absolument. citer ce qui est au Copo régulièrement. Alors au programme de ce mercredi, l'invité de Smart Impact, c'est François Vigne, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui réunit ses assises nationales. Ce week-end, ils veulent entreprendre pour la maison commune. On va voir juste après les titres ce que ça change concrètement. Notre débat RSE du jour porte sur les valeurs d'inclusion et de diversité en entreprise. Et puis dans Smart Ideas, la jeune marque de mode Almé Paris qui s'engage dans la lutte contre le cancer du sein. Vous verrez comment. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact tout de suite. Bonjour François Vigne. Bonjour Dominique. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez Sycomore Corporate Finance, qui est une banque d'investissement pour les entreprises. Et vous êtes donc membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui tiennent leurs assises nationales à partir de vendredi, ce vendredi à Montpellier. Alors c'est une organisation centenaire. Et pourtant, je suis sûr que si on fait un petit sondage dans la rue, elle est méconnue du grand public. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots, on va commencer par là. Oui, alors les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, en effet, sont un mouvement centenaire, mais qui s'est quand même pas mal transformé à l'aube des années 2000. Nous sommes aujourd'hui un mouvement qui rassemble 3200, 3300 entrepreneurs et dirigeants sur toute la France. C'est beaucoup. Et avec, oui, tout à fait, c'est beaucoup d'entreprises de toute taille, de tous les secteurs, et avec une même volonté de mettre en cohérence leur vie de foi, puisque nous sommes chrétiens, c'est-à-dire nous sommes catholiques, nous sommes protestants, nous sommes aussi orthodoxes pour certains d'entre nous, moins nombreux parce que il y a moins d'orthodoxes en France, et donc la volonté de réconcilier notre foi et notre vie d'entreprise, afin de donner une cohérence à notre vie. Nous voulons pouvoir vivre également notre foi au sein de nos entreprises, puisque nous passons beaucoup de temps dans nos entreprises. Nous ne sommes pas simplement, je dirais, des chrétiens le dimanche ou au certain moment de la semaine, nous voulons être des chrétiens engagés. Alors, nous sommes des chrétiens, donc nous savons aussi que nous sommes pécheurs, que nous avons nos limites, on est bien conscient de notre limite, mais le fait, je dirais, d'agir ensemble, de nous réunir, de prier ensemble, et là encore, d'essayer de progresser ensemble au service du bien commun, nous donne beaucoup de force et nous permet, nous l'espérons, d'être meilleurs que nous le serions sinon. Alors on va essayer d'être concret. Il y a par exemple les assises qui se fait à Montpellier à partir de vendredi. Tiens d'ailleurs, c'est du présentiel, c'est du distanciel, comment vous avez organisé ça? Chaque année nous organisons, tous les 2 ans nous organisons des assises nationales. Une année sur 2 sinon c'est des assises régionales. Habituellement nous réunissons tout le mouvement, les conjoints également sont invités ainsi que d'autres. Cette année nous devions les réunir en fait en mars dernier. Nous étions en plein confinement et donc nous avons dû reporter ces assises que nous allons tenir donc le week-end prochain. Nous serons pour une partie d'entre nous et dans la limite de la jauge que nous avons définie en concertation avec les autorités, avec la préfecture, avec la ville de Montpellier. Nous serons quelques centaines, je dirais, en présentiel, plus évidemment en distanciel pour tous nos membres qui le souhaitent et qui ne pourront pas être présents. Et peut-être rattrapé par un nouveau confinement, on verra bien, on va pas le souhaiter. Oui. Entreprenons pour la maison commune. La phrase est magnifique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un chef d'entreprise? Alors d'abord, on ne va pas encore donner tout le fruit de ces assises puisque nous allons les vivre. Oui. L'idée, c'est bien, je dirais, de développer des idées ensemble. Nous sommes tous convaincus aux EDC qu'il faut nous saisir de ce sujet, qu'il y a une triple finalement urgence. Une urgence entrepreneuriale, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, il est essentiel que nos entreprises se développent et on voit bien dans le contexte de crise de créer des emplois et donc d'être très actifs. Il y a même une urgence sociale puisqu'on voit là également que la pauvreté se développe, qu'il y a beaucoup de nécessité d'intégrer tout le monde et enfin une urgence environnementale, sachant que la maison commune justement c'est celle qui permet à chacun, chaque homme, chaque femme de se développer, de progresser, à tous nos salariés de progresser et en même temps de protéger, de prendre soin de la terre, de la création qui nous est donnée là encore également à développer. Et donc et notre volonté, nous sommes pas simplement des hommes et des femmes de réflexion, nous sommes des hommes et des femmes d'action, puisqu'on doit être sur le terrain. Et donc, c'est de trouver ensemble les moyens de le faire et de transformer cette volonté en action sur le terrain. Alors justement, et de finalement créer, et de créer un nouveau modèle économique qui permette finalement de réconcilier esprit d'entreprise, attention et même plus que ça, vraiment insertion des plus fragiles et protection de la terre et de l'environnement. Et alors si on prend justement votre entreprise Sycomore Corporate Finance, comment ça se traduit dans votre entreprise? Là encore. Mais pardon, j'ai posé la question même plus précisément. Comment la foi
Puisqu'on parle de ça ensemble ce matin, aujourd'hui. Comment la foi peut vous guider dans vos décisions de chef d'entreprise? Première chose, là encore, donc je suis un entrepreneur, nous sommes dans une société laïque, hein, donc oui. dans nos entreprises, nous ne faisons pas de prosélytisme. Donc je pense que plusieurs de mes salariés, ou que beaucoup de mes salariés savent que je suis chrétien, mais là encore, nous ne sommes pas, enfin, nous sommes une entreprise laïque, hein, et oui. donc on respecte toutes les règles en la matière. Ensuite, comment essayer de progresser dans la foi, c'est véritablement la volonté je dirais, d'être fidèle dans notre action quotidienne, dans mon action au quotidien, au message de l'Évangile. Et ça commence en particulier par l'attention aux hommes et aux femmes qui nous sont confiés. Enfin, je considère que les salariés qui sont dans l'entreprise sont des hommes et des femmes qui nous sont confiés et que j'ai pour charge de faire croître, de développer. Je ne suis pas là pour utiliser des hommes et des femmes et pour après, je dirais, les jeter. Notre rôle, c'est véritablement de leur permettre de croître et de développer leur plein potentiel, là encore, au service de leur propre développement et au service de la création. Mais alors, en termes de RSE, qu'est-ce que ça change alors de faire partie de ce réseau-là? C'est justement le réseau, le fait d'être ensemble, qu'est-ce que ça va vous apporter en termes d'engagement concernant vos impacts, les impacts de vos sociétés? Alors, nous sommes un réseau, mais un réseau, c'est pas un réseau, là encore, on ne sommes pas un réseau d'affaires, on n'est pas là pour faire des affaires ensemble. Nous sommes un réseau dans la mesure où nous sommes là pour nous entraider, pour prier ensemble aussi, puisqu'on sait que dans la foi, enfin, chez nous, c'est important de prier ensemble. Prier tout seul, c'est beaucoup moins efficace que de prier ensemble. Et également, donc, d'échanger, je dirais, nos meilleures pratiques pour progresser. Et il est vrai que moi, j'estime que depuis le moment où j'ai rejoint le mouvement, il y a plus d'une dizaine d'années, et aujourd'hui, j'ai progressé. Je suis loin d'être parfait, hein, je vous rassure, ou je vous inquiète, mais j'ai progressé. Je fais également appel régulièrement, ça peut vous paraître, à l'Esprit Saint, qui est pour nous la présence finalement de Dieu sur terre, et l'Esprit Saint que je n'hésite pas à appeler quand j'ai des décisions difficiles à prendre, quand j'ai une négociation difficile, ou quand j'ai des interventions à faire. Mais on parle beaucoup d'entreprises à mission ici, la RSE c'est le cœur de Smart Impact. Est-ce que c'est un mouvement que vous avez d'une certaine façon anticipé? Oui. Ou que vous accompagnez? Ça fait 10 ans nous, qu'on réfléchit à l'entreprise à mission, à l'entreprise impact. Donc nous essayons de l'anticiper parce que véritablement, enfin, nous estimons que nous devons, nous, entreprises, prendre toute notre part à la transformation du monde. Nous sommes là pour transformer le monde et pour aboutir ensemble, pour créer ensemble un monde qui soit meilleur. Meilleur encore pour les hommes et les femmes qui le composent, meilleur aussi pour l'environnement, pour la Terre, puisque nous avons finalement cette Terre à gérer, à développer et à transmettre aux générations futures en ne l'ayant pas consommée, mais en l'ayant au contraire rendue plus belle. Alors concrètement, je reviens à ma question, Thomas, que vous m'avez volée. Je recommence. Sycomore Corporate Finance, que vous dirigez concrètement, comment ça se matérialise du coup, vos choix? Là encore, je vous l'ai dit, le premier choix, c'est dans les ressources humaines. Et donc la politique sociale. La politique de ressources humaines, dans la façon dont on considère nos salariés. Par ailleurs, nous ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez favoriser des politiques de diversité, d'inclusion, par exemple? Des politiques de diversité, d'inclusion, et là encore de développement plus global, je dirais, du salarié. Je pense que quand on regarde son salarié, non pas comme encore un salarié, mais comme un homme, une femme qu'on doit faire croître et aider à croître. Ça veut dire quoi? Qu'on leur permet de faire partie de l'actionnariat, par exemple? On l'associe à l'actionnariat, c'est l'une des voies, enfin, c'est ce que nous avons choisi, mais là encore, il peut y avoir d'autres façons de le faire. Voilà. C'est également la façon de concevoir son parcours, c'est notre façon également de pardonner ses erreurs, ce qui ne veut pas dire qu'il faut en faire en permanence, hein, mais il faut également être là encore, et regarder l'autre comme un autre soi-même, et qu'on veut véritablement faire progresser. Et ça, c'est une gestion quotidienne. Mais je peux vous assurer que si vous changez votre regard et que si vous considérez votre collaborateur, non pas là encore comme quelqu'un qui est là pour servir, pour donner une tâche contre un salaire, mais comme quelqu'un que vous devez aider à croître, ça change totalement. Et dans l'activité même, puisque vous êtes une banque d'investissement, qu'est-ce que ça change? Dans l'activité, là encore, nous essayons dans toute notre mission, et je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que nous faisons des missions confidentielles et donc je ne peux pas rentrer dans le détail des missions, mais on essaie véritablement, d'une part, d'être utile, par ailleurs, de ne prendre des missions que si on juge qu'elles sont conformes à nos valeurs, et par ailleurs, je dirais là encore, de pousser nos clients, nos entreprises, à elles-mêmes œuvrer au bien commun et à changer leur politique. Et là encore, je peux vous assurer que j'ai des discussions très intéressantes avec nos clients sur la façon eux-mêmes de progresser, de développer leur entreprise, d'en faire des entreprises à mission, d'en faire des entreprises à impact, afin ensemble, là encore, de créer un monde meilleur. Parce que ça ne sert à rien, si Sycomore est meilleur tout seul, ça ne servira pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des acteurs progressent ensemble dans ce chemin. Et d'ailleurs, que mes clients soient adhérents ou membres des EDC ou pas, hein, on est tout à fait technique en la matière. Ouais. On ne cite pas souvent le pape François dans cette émission, on va le faire maintenant. Le 4 octobre dernier, il publie cette encyclique Social Fratelli Tutti, dans laquelle il dénonce les intérêts économiques aveugles de l'économie néolibérale. Alors, une encyclique, évidemment, c'est vaste, c'est complexe, mais il y a notamment cette phrase: le marché ne résout pas tout à lui seul, même si, une fois encore, on veut nous faire croire à ce dogme libéral. Est-ce qu'il est anticapitaliste, ce pape ?
Le pape n'est pas, il n'est pas anticapitaliste, mais il est critique sur le capitalisme. En plus, il ne faut jamais oublier ses origines latino-américaines, donc dans un environnement qui est différent de celui dans lequel nous vivons. Et je pense qu'il a raison. Mais là encore, le pape lui-même est finalement très dérangeant, mais dans un sens positif du terme, il nous oblige à nous poser des questions, à réfléchir. Le Christ est encore plus, c'est-à-dire si vous lisez l'Évangile, en permanence, le Christ a des mots très durs, parfois sur l'économie, sur la façon dont penser nos relations humaines, sur la façon dont permettre à chacun d'accéder, au bien collectif et au bien commun. Et donc, de ce point de vue-là, oui, le pape est tout à fait dans la lignée du pape. Mais il n'y a pas un rapport culpabilisé à l'argent, parfois Non, aussi parce que justement, vous disiez vous-même, vous ne citez qu'une phrase de l'encyclique, et donc avec cette nouvelle encyclique qui complète Laudato Si, qui est aussi au cœur, finalement, de notre réflexion sur la maison commune. Mais quand vous lisez l'ensemble de l'encyclique, il a des paroles à la fois très dures, en même temps très bienveillantes. Il ne condamne pas les banquiers, il ne condamne pas les entrepreneurs, mais il va nous chercher dans nos retranchements pour nous aider nous-mêmes à nous transformer et à nous convertir au service, là encore, du bien commun. Mais justement, la transition écologique, on parle de bien commun, d'intérêt général. Est-ce que ça rejoint du coup beaucoup les valeurs chrétiennes, catholiques, d'une manière générale ? Là encore, la création a été faite et la création nous était donnée je dirais, non pas du tout à exploiter, mais à améliorer. Donc nous sommes tous en charge de la création. Et le bien commun, c'est véritablement la réalisation de chaque individu sur l'ensemble de la Terre. Et sachant que je ne peux pas moi-même faire mon bien au détriment des autres, à chaque fois qu'on pense au bien commun, c'est comment finalement rendre le monde agréable et meilleur pour l'ensemble des hommes et des femmes de notre génération, mais aussi des générations futures. Quand on part dans cette philosophie-là, on est obligé de faire des choix radicalement différents de choix qu'on aurait pu sinon faire dans un monde qui ne poursuivait pas la même finalité. Merci beaucoup, merci François Vigne. On vous souhaite de bonnes assises nationales à Montpellier. Parce qu'il y a tellement peu d'événements qui se tiennent, donc bravo de l'avoir maintenu aussi en présentiel. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur les valeurs d'inclusion. Restez là, c'est pas tout à fait fini sur les valeurs. Parce que si vous passez devant la caméra, ça va pas le faire. Notre débat sur les valeurs d'inclusion et de diversité, c'est tout de suite. RSE, diversité, inclusion, diversité, quels enjeux ? C'est le thème du débat d'aujourd'hui. Pour en parler, deux invités. Catherine Petrovic, directrice diversité et inclusion chez Siemens. C'est un groupe, je le rappelle, international, technologique d'origine allemande, spécialisé dans plusieurs activités qu'on ne va pas toutes nommer, le transport, la distribution d'énergie ou encore les solutions d'infrastructure. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Et Elie Siksik, vous êtes cofondateur de Tell Me the Truth, une agence de communication et de formation spécialisée sur les sujets du handicap, de l'égalité homme-femme et de la diversité. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. On commence avec vous, Catherine Petrovic. Depuis quand Siemens se préoccupe des enjeux de diversité au sein de son entreprise ? Depuis fort longtemps, je dirais depuis toujours. Nous sommes un groupe de dimension mondiale, présent dans 200 pays, 385 000 collaborateurs et 7 000 collaborateurs en France. Et des collaborateurs, comme vous l'avez dit, qui œuvrent vraiment dans des domaines très différents, donc d'origines différentes, de formation, d'expertise vraiment complexes et différentes. Et donc, cette opportunité de la diversité, on la connaît depuis toujours. Donc, c'est ancré dans notre ADN. Donc, quelles sont vos missions, justement, vous-même, du coup, qui êtes directrice diversité et inclusion ? Eh bien, justement, c'est de créer un petit peu cet aspect collaboratif de toutes ces singularités que nous avons chez Siemens. C'est des gens très différents, des individus très différents, avec des métiers différents également. Et donc, de les faire collaborer dans un projet qui est le projet collaboratif de notre entreprise. Donc, il s'agit d'attirer des talents, de les fidéliser, aussi de les conserver avec nous, de les engager sur nos projets et de faire de nous une entreprise encore plus performante et riche d'expertise. Elie Siksik, Tell Me the Truth, donc c'est une agence de com, mais aussi de formation. Ça veut dire que vous accompagnez les entreprises justement à se préparer, à embaucher des personnes handicapées, jouer l'inclusion, jouer la diversité. C'est quoi votre mission à vous aussi ? Notre mission, c'est de préparer, comme vous disiez, les entreprises à mieux accueillir au quotidien toutes les différences. Donc ça passe par de la communication, ça passe par de la sensibilisation et parfois aussi par de la formation. Quel drôle de nom, Tell Me the Truth, je ne peux pas vous empêcher de poser la question. Pourquoi ce nom quand même ? Alors, Tell Me the Truth s'appelle ainsi parce qu'elle a été créée dans le sillage d'une agence très créative qui s'appelle The Truth. Et donc, on voulait signifier ce lien de parenté parce que la créativité, pour nous, est très importante
pour délier les langues, pour intéresser, pour un peu motiver les personnes qui sont exposées à ces messages et à la diversité. Donc la créativité avec The Truth, et puis il a un langage de vérité et sans détour, donc dire la vérité, tel mise The Truth. Voilà. Et puis Retruffaut. Et puis les locaux qui étaient Retruffaut, exactement. Vous existez depuis 7 ans. Vous avez vu une évolution quand même sur ces questions d'inclusion, de diversité ? Oui, une évolution alors assez rapide et d'abord sur la prise de conscience de l'importance de ces sujets qui au début étaient perçus, je parle notamment du sujet du handicap, comme une contrainte liée à une obligation légale, puisqu'il y a une loi qui a 15 ans maintenant et qui oblige les entreprises à faire un certain nombre de choses. Donc le passage d'une obligation et d'une contrainte à une opportunité, un vrai levier de performance business. Et on a vu un grand nombre d'études fleurir de la part issues de cabinets de conseils internationaux très prestigieux qui ont tous posé l'équation très clair entre diversité et performance économique. Justement, allons-y. Oui. Alors, justement, source Deloitte, janvier 2020, les entreprises engagées dans une démarche d'inclusion ont près de 60% de chances supplémentaires de voir leur profit et leur productivité augmenter et d'avoir une meilleure réputation. D'un autre chiffre, 80% des DRH et dirigeants considèrent que la diversité et l'inclusion se révèlent être des avantages compétitifs. Donc, on est en plein dedans. Oui, dans les entreprises, on peut estimer qu'on a 15% de points de compétitivité supplémentaires sur des équipes diverses. Et une équipe diverse, c'est une équipe qui est environ 40-60. Et pourquoi est-ce que c'est un avantage? Parce que c'est l'aspect collaboratif que j'exposais tout à l'heure. C'est ça, les équipes qui collaborent ensemble sont beaucoup plus agiles et innovantes. Et donc, on crée de la richesse. Mais c'est pas difficile, quand on a une équipe en place, de faire venir des profils avec des handicaps qui sont parfois lourds dans l'entreprise? Alors, il y a le handicap, mais il y a aussi la diversité culturelle, il y a tout un tas de choses différentes. Mais oui, c'est compliqué, mais c'est aussi mon rôle. C'est pour ça que je travaille. C'est pour faire que tout le monde se sente bien, que l'entreprise soit accueillante, à l'écoute et ouverte aux autres. Qu'est-ce que ça demande, du coup, comme accompagnement? Il faut beaucoup de communication et de sensibilisation. C'est ce que disait Élie tout à l'heure. C'est vraiment ça qui est le plus important. C'est qu'on doit faire des choses petit à petit et dans le temps. Et donc, il faut un ancrage dans le long terme, de façon à ce que ça puisse rentrer dans les mœurs. Mais pourquoi? Parce que le regard de la majorité peut être... les habitudes peuvent être bousculées, c'est ça? Avec des préjugés? Oui, ça. Et puis aussi, on a du mal aussi, par exemple, dans le milieu industriel où nous sommes, à recruter, par exemple, des jeunes femmes. Les jeunes femmes ne vont pas forcément dans les métiers que nous recherchons, nous, c'est plutôt dans les métiers du care, comme on dit. Et donc, on va nous rechercher à justement enrichir nos équipes avec des profils féminins de façon à créer toute cette diversité qui est vraiment nécessaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a des actions très spécifiques vers les écoles, vraiment vers les plus jeunes, pour pouvoir les inciter à venir dans nos métiers. Donc, il faut vraiment créer cette diversité qui est vraiment une source de performance et de richesse. C'est ça. Et Élie, c'est que les marques, les entreprises qui s'engagent, est-ce qu'elles communiquent beaucoup? Ou est-ce qu'il y a parfois un peu de gêne, si vous voyez ce que je veux dire, à mettre en avant une politique d'inclusion et de diversité? Je dirais qu'elles sont obligés de communiquer pour que cette politique fasse des petits et puis s'installe de manière pérenne. Nous, ce qu'on observe, c'est que les entreprises les plus actives sur le sujet et celles pour lesquelles la diversité et l'inclusion est vraiment rentrée dans la culture d'entreprise, c'est celles qui communiquent souvent en répétant. On a souvent tendance en France à dire ça c'est la semaine du handicap, ça c'est la journée de la femme. Finalement, la diversité et ces sujets-là, c'est toute l'année. Les entreprises qui multiplient les canaux et les vecteurs de communication pour que ça ne soit pas uniquement une communication descendante, corporate. Et puis, ceux qui font appel à des solutions ou à des outils de communication qui sont très participatifs et qui permettent finalement que cette politique soit une politique partagée et pas une politique imposée. On ne peut pas être taxé de social washing. Justement, vous accompagnez des très grands groupes, Alstom, Essilor, Allianz. C'est des très groupes cotés en bourse. On parle de greenwashing. On peut parler de social washing, justement, dans ces domaines? On peut parler de social washing quand il y a une communication externe qui est forte et une réalité à Comment on fait pour ne pas tomber là-dedans, du coup? C'est comme vous le disiez, c'est le faire régulièrement, sur le long terme? C'est le faire régulièrement et c'est surtout le faire auprès des collaborateurs, puisque la première cible de ce discours-là, ce sont les collaborateurs. C'est finalement que ça paraisse normal à un manager d'embaucher quelqu'un qui est en situation de handicap, mais les différences
elles n'ont pas forcément des étiquettes comme celle-ci. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est tatoué de la tête aux pieds dans une banque. Ça peut être un homme dans la force de l'âge et donc de sa carrière qui a envie de travailler en 4/5e ou en 3/5e. C'est ça aussi la diversité, c'est ça aussi les besoins spécifiques ou les réalités ou les différences qu'il s'agit d'inclure lorsqu'on parle de diversité. Catherine Petrovic, on peut prendre votre exemple, Siemens. Comment vous communiquez justement sur cette politique d'inclusion? Alors, on a des axes différents de communication. Alors, on travaille sur l'égalité professionnelle, la mixité dans nos équipes, c'est important, je vous le disais tout à l'heure. Comment attirer les jeunes femmes, les retenir. Et puis, on travaille aussi sur la politique d'inclusion avec le handicap. On a déjà d'ailleurs travaillé avec Tamise Truff. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui est l'égalité des chances avec des associations comme Nos quartiers ont des talents, Mosaïque RH, etc. Mais vous pourriez en faire un axe de publicité à destination du grand public? Eh bien, on communique beaucoup, je dirais, à l'externe aussi sur toutes nos actions, parce que c'est important de montrer et d'attirer des nouveaux talents chez nous, en montrant que nous sommes une entreprise ouverte et inclusive. Donc, effectivement, c'est important de traiter tous ces sujets-là en interne pour créer cet aspect collaboratif, mais à l'externe aussi, c'est pour nous une image de marque. La marque un peu employeur. Vous avez dit que vous avez collaboré ensemble, comment ça s'est passé alors? Très bien, on a déjà... Qui est venu vers... Vous avez l'air souriant l'un et l'autre. Mais oui. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Des formations? On a mis en place une sensibilisation très innovante qui s'appelle Quel collègue êtes-vous sur le sujet du handicap, donc qui est un peu à la manière d'un quiz qu'on peut retrouver sur des réseaux sociaux bleus. On va faire un test de personnalité, on va découvrir un peu à quel profil on correspond en fonction de ses comportements. Et finalement, on va se poser les bonnes questions sur, tiens, un collaborateur malvoyant me demande de lui envoyer un email, qu'est-ce que je fais? Donc des solutions très concrètes dans l'entreprise. On a également travaillé sur l'égalité professionnelle homme-femme, avec une exposition qui a été déployée de manière assez monumentale dans les très beaux locaux de Siemens, qui s'appelle Le sens de l'histoire, et qui fait la démonstration que finalement, à travers les âges et les civilisations, les questions qu'on se pose aujourd'hui sur est-ce qu'une femme peut occuper un poste de pouvoir, ou est-ce qu'une femme peut gérer sa vie de famille, comme on dit, et sa vie professionnelle, que toutes ces questions-là sont finalement des questions qu'on se pose de manière assez anachronique aujourd'hui, et que pendant des siècles et dans des civilisations qui ne sont pas très loin des nôtres, ce ne sont pas des questions qu'on se pose dans la société. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci à tous les deux, merci beaucoup et à bientôt sur Bismart. Tout de suite, Smart Ideas, on parle mode. Smart Ideas avec Emmanuelle Scherer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. vous êtes la fondatrice, directrice artistique de Almé Paris. C'est une toute jeune marque de mode. C'est presque toujours la même question. Quand l'avez-vous créée? Quelle idée de départ? C'est Smart Ideas. Alors, je l'ai créé il y a 3 ans et c'est parti d'un constat. J'ai eu 2 grossesses rapprochées. Je suis passée d'un 36 à un 46. Et là, je ne me suis pas du tout reconnue dans la mode grande taille. Ma quête, c'était pourtant simple. Je voulais continuer à m'habiller comme j'avais eu l'habitude, mais dans ma taille, et c'était impossible. C'est-à-dire, quel type de vêtements? Plutôt haut de gamme quand même? Vous positionnez comment? En fait, quand vous faites un 44 ou un 46 ou plus, vous avez 2 options. La première, c'est du luxe, avec des modes plutôt ciblés seniors, des matières nobles, ou alors du mass market, avec des vêtements pas très responsables, du jetable. Et nous, ce qu'on a créé sur Almé, c'est ce chic accessible pour toutes ces femmes qui ont le pouvoir d'achat, mais qui ne trouvaient pas d'offres à leur demande. Ça veut dire que vos tailles, elles vont jusqu'au combien du coup? Donc en fait, on décline du 36 jusqu'au 54. D'accord, exprès pour aller là-dedans. Et alors, dans le cadre d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein, vous êtes associé avec une artiste plasticienne, c'est ça? Tout à fait. Atelier Boobies. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration? Alors, en fait, pour Octobre Rose, nous, on a voulu rester dans les valeurs de notre marque et on a voulu continuer dans la grâce qu'on rend aux femmes. Et donc, on s'est associé avec Atelier Boobies qui a créé un t-shirt. C'est celui que vous portez. C'est celui que je porte, exactement. Et en fait, nous reversons l'intégralité des bénéfices de ce t-shirt à une association qui s'appelle Féminité. Cette association, en fait, elle reconditionne des perruques pour les femmes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des perruques et qui sont en chimiothérapie. Et donc, c'était important parce qu'aussi, c'est dans les valeurs d'Almé de donner grâce à ces femmes-là. Les cheveux, c'est quand même une grande partie de la féminité. Et donc c'est cet événement qui a fait sur les réseaux sociaux un vrai buzz et qui nous a aussi fait connaître. T-shirt qui est vendu 35 €. 35 €, qui est en coton bio, avec une impression sans produits chimiques. Voilà, c'est des couleurs pastel.
Féminité, ça s'écrit F2E, Ouais, comme une tout à fait. féminité, hein, Exactement. pour ceux qui voudraient aller sur leur site et les aider et vous accompagner dans cette démarche. Vous êtes une marque responsable, vous l'avez dit là, dans la composition de ce t-shirt d'exception. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien? Parce que quand on est une jeune marque, c'est pas si simple. C'est pas si simple, mais c'était important pour moi. Déjà, on a la moitié de notre collection qui est vendue en précommande. Donc, vraiment, c'est pour pas avoir de stock qui dort sur des étagères pour rien, donc zéro gâchis. Et puis, toute notre production est faite en Europe. Nos matières sont à 70% responsables, donc elles sont certifiées GOTS pour les cotons et Ecotex pour les impressions. Voilà, c'est sans produits chimiques. Et c'est une démarche qu'on poursuit tous les jours. Et qui est bien sûr qui continue et qui est quelque chose qu'on va continuer dans l'avenir. Ça veut dire que vous voulez même aller plus loin? Vous avez déjà en tête Exactement, une amélioration je pense, future? oui, je pense que, comme le disait l'autre personne, il faut vraiment impacter dans la société durablement. C'est quelque chose, enfin voilà, c'est quelque chose, même dans mon management, j'entendais vraiment, c'était vraiment... Dans le débat précédent, dans l'émission, oui, tout à fait, c'est ça, c'est vrai que... Vous vous êtes retrouvés, ouais. Voilà, on s'est vraiment retrouvés. Nous, nos salariés, ils sont heureux. Vous êtes combien? On est 6. Et c'est vraiment une entreprise où le bonheur nous tient à cœur. On rend des femmes heureuses. C'est le retour qu'on a. C'est des femmes qui ne trouvent pas leur taille en magasin. Et c'est important de pouvoir s'habiller. Parce que quand on se sent bien habillé, on véhicule quelque chose de positif. On retrouve la confiance en soi. Et c'est exactement la même chose avec nos employés. Voilà. Je ne regarde pas les heures qu'elles travaillent. Je veux juste que les résultats soient là et qu'elles se sentent bien et qu'elles aiment ce qu'elles font dans leur travail. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup dans votre politique sociale du coup? Donc vous regardez pas les heures, c'est-à-dire non, mais ça veut dire qu'elles arrivent quand elles veulent, elles partent quand elles veulent, mais elles ont des missions, elles sont hyper impliquées dans ce. Vous responsabilisez, c'est ça, vos salariés? À 100%. Ouais. Comment vous avez été accueillis par le milieu de la mode? Est-ce qu'on vous regarde un peu de haut? Est-ce qu'on se dit tiens, une marque de plus? Ou est-ce que finalement vous avez créé ou trouvé une niche qui était assez peu habitée jusqu'à présent? Alors tout le monde me dit Emmanuel, tu es sur une niche, c'est Ouais. intéressant. Et je leur réponds que non, c'est pas une niche, c'est 40% des femmes en France. Et qui ont et elles ont 56 fois moins le choix. L'offre du textile. 56 fois moins de choix. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas 40 à Almé-Paris? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, je ne sais pas. Je pense que c'est la taille d'un mannequin, c'est quelque chose de très touchy dans l'image de marque. Ouais. Et aujourd'hui. Et une des magazines, elle vous agace souvent? Non, ça commence à bouger, sincèrement. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même en train de bouger. Ouais, c'est en train de bouger. Ouais, c'est pas tous les jours et c'est sûr, pas à c'est chaque sûr. une. Hein. Il y en a 2-3 par an, histoire vrai, de se donner bonne conscience. Souvent, mais par rapport à il y a 3 ans, quand on a lancé la marque, honnêtement, ça a vraiment bougé. Et justement, c'est avec des initiatives comme ça qu'il faut continuer à pousser un peu les portes et essayer de faire bouger les choses. Et alors, on vous regarde un peu de haut pour reposer la question? Non, pas vraiment. Ça intrigue. Et en fait, c'est comme vous, les gens sont souvent surpris des 40% des femmes. Et c'est un chiffre que j'ai pas inventé, c'est l'Institut français de la mode. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a été acté. La taille moyenne de la française, d'ailleurs, c'est la taille 40. C'est pas pour rien. Donc je pense que ça fait, ma démarche, elle fait aussi partie de décomplexer tout ça. Et je pense que petit à petit, on est patient. Et puis de toute façon, les clientes, elles sont là. Et la mode, c'est vrai que la presse mode, c'est important qu'ils parlent de nous, mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut les toucher directement et du coup, on court-circuite un petit peu comme ça pour mieux revenir. Et je crois que la croissance de l'entreprise prouve que les clientes sont là. Ça marche bien. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Scherer. Bon vent à votre marque Almé Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle passe vite. Elle passe très vite. Ce qui est quand même plutôt bon signe. On peut dire, quand même un peu intéressante. On va se dire ça. On a besoin de surmonter le moral en ce moment. Et rendez-vous demain. Et rendez-vous demain à 9h, midi et 20h30. Et merci à Olivia, la productrice. Ciao, à demain.